Nous vivons à une époque de grands bouleversements scientifiques et techniques. Il n'y a qu'à regarder l'émergence explosive de l'intelligence artificielle et puis son corollaire, la robotique. Les Chinois nous annoncent qu'ils vont mettre en ligne des robots à 250 000 euros avec 3 heures d'autonomie et qui ont une gestuelle comparable à la gestuelle humaine. Si on fait une comparaison avec l'informatique, on pourrait dire que c'est le système d'exploitation, c'est le hard. Le hard, c'est le robot. Le robot avec la même agilité, l'équilibre et puis l'adresse manuelle. Le reste, après, ce sera du soft. On pourra acquérir les mises à jour. Et moi, je n'aurais pas cru que je verrais ça de mon vivant. Du côté de l'intelligence artificielle, ça se résume en une phrase. Si un jour vous êtes en contact avec un interlocuteur sur Internet et que vous discutez de questions scientifiques, et si cet interlocuteur a une vaste culture scientifique, si de plus il se montre rationnel et ouvert, eh bien ce n'est pas un scientifique, c'est une intelligence artificielle. Je viens d'avoir 89 ans. Alors vous voyez, moi je suis un peu un dinosaure qui est de l'époque où à ce moment-là on faisait les calculs d'ingénierie et les calculs scientifiques avec une règle de calcul. Quand on devait concevoir un dispositif, créer des pièces, eh bien, on faisait ça avec une table à dessin, un T, un tire-ligne, un compas, etc. Alors ici, vous avez un bureau d'études d'une grande société avec une centaine d'ingénieurs. Ils sont tous devant leur table à dessin en train de créer quelque chose, un avion, une voiture, n'importe quoi. Maintenant, vous allez dans ces mêmes sociétés aujourd'hui et qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, vous trouvez des ingénieurs devant des écrans d'ordinateur. Alors regardez au premier plan, vous avez un type avec un clavier, il pilote non pas un écran mais cinq. C'est comme s'il travaillait avec 5 tables à dessin à la fois. Donc c'est plus de travail avec moins de personnes. De plus, l'aide que la technologie vous offre, ce n'est plus une aide pour le dessin, c'est une aide pour la conception. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, vous dites, voilà, je voudrais une pièce qui fasse telle chose, comment est-ce qu'il faut la dessiner? En plus, pour réaliser une pièce, on utilisait un tour, une fraiseuse. Ensuite, il fallait assembler des objets pour avoir une topologie différente. Et on procédait par enlèvement de matière. Tandis que maintenant, avec l'imprimante 3D, on apporte de la matière et on fait des objets qui ont une topologie complexe qui serait impossible à réaliser autrement. Dans les usines, ça n'est plus le tour et la fraiseuse qui sont les outils essentiels, c'est l'imprimante 3D, l'imprimante 3D industrielle, pas celle que vous avez à votre domicile. L'imprimante 3D industrielle réalise un apport de matière et cet apport, eh bien, c'est un métal. Dans un délai d'un siècle ou deux, quand nous aurons une totale maîtrise des techniques de transmutation, eh bien, on pourra même synthétiser les atomes sur place. Et l'imprimante 3D deviendra le processus de fabrication de n'importe quoi. Cela, évidemment, si on évite une troisième guerre mondiale nucléaire. De toute façon, tous les hommes et toutes les femmes vont être confrontés à un monde où l'innovation sera présente en permanence. Les métiers eux-mêmes évolueront au cours d'une vie humaine, c'est-à-dire que quelqu'un dans sa carrière devra en quelque sorte innover pour épouser les contours du métier qu'il est en train d'adopter. Le problème est que notre système scolaire et éducatif ne nous prépare absolument pas à cela. Alors là, vous avez le portrait d'un personnage, Alexandre Roussel, qui est tout à fait typique de ce genre de situation. Ce garçon est né en 1998, donc il a aujourd'hui 28 ans, et figurez-vous qu'il est titulaire d'une maîtrise de mathématiques et d'une maîtrise de physique théorique. Alors il croit qu'il a tout compris et qu'il est capable de tout comprendre. C'est donc un youtubeur scientifique et il a même été reçu à l'Académie des sciences pour une sorte de prix pour les réalisations qu'il a pu mettre sur le net. Le jeune Roussel a été programmé pour penser à l'intérieur de la boîte. Donc il est inutile d'attendre de lui une remise en cause de ce qu'on lui a enseigné et un changement de paradigme sur le plan scientifique. Il en serait strictement incapable. Roussel, par exemple, croit dur comme fer à l'existence des trous noirs, et c'est la même chose pour tous ces scientifiques que vous voyez sur cette planche, qui eux aussi pensent à l'intérieur de la boîte. Le problème est qu'actuellement, il faut réussir à penser en dehors de la boîte. En effet, notre science actuelle, la cosmologie, l'astrophysique, la physique théorique, connaissent une crise sans précédent. Et ça n'est pas fou de représenter cet édifice théorique comme un château de cartes. En effet, depuis une cinquantaine d'années maintenant, les résultats expérimentaux, ou même plutôt l'absence de résultats expérimentaux,
Et puis les observations, au lieu de conforter le modèle, le mettent à mal chaque jour un peu plus. Du côté de la physique théorique, de la physique de la matière, eh bien, on a procédé à un démontage de cette matière en mettant en jeu des énergies sans cesse plus importantes. On a cassé les molécules, on a cassé les atomes, on a cassé les noyaux, on a mis en évidence leurs composants essentiels, les hadrons, les protons, les neutrons. On a donc, dans les grands accélérateurs particules, cherché à casser les hadrons. D'après le modèle théorique, eh bien, ceux-ci se devaient se décomposer en quarks avec des charges électriques fractionnaires 1 tiers et 2 tiers. Donc ça pouvait se voir dans les chambres à bulles. Malheureusement, pas de quark à l'état libre. On s'est alors efforcé d'adapter au plus vite la théorie en expliquant que ces quarks étaient liés par une force qui croissait en fonction de la distance. Il reste que cette modélisation a bien fonctionné et qu'on peut dire que tout se passe comme si la matière, au niveau des hadrons, était constituée de quarks. Mais on a connu dans le passé des théories qui étaient extrêmement prédictives et qui permettaient d'expliquer n'importe quoi, comme la théorie des épicycles de Ptolémée. Cette modélisation du système solaire n'était pas falsifiable, parce que s'il y avait un nouveau phénomène, il suffisait de rajouter un cercle à cet ensemble d'épisciples. À la fin, je pense qu'on avait 48 cercles. De toute façon, tout ce que l'on voit dans les gerbes produites dans les accélérateurs de particules de très haute énergie, eh bien, c'est interprétable en termes de quarks. Par contre, lorsqu'on a cherché à enrichir le bestiaire des particules avec les superparticules, comme le neutralino, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Elles ont refusé de se manifester. Et cela alors qu'on avait augmenté l'énergie d'un facteur 1000. On arrive maintenant à 13 téraélectronvolts. Une chose en tout cas que personne ne conteste, eh bien la physique des hautes énergies, c'est de la plutophysique, c'est une physique très chère. Alors actuellement, nombre de scientifiques s'interrogent sur le fait de vouloir monter encore en énergie. Face aux gens qui veulent construire un collisionneur en passant d'un périmètre de 27 km à un périmètre de 100 km pour 15 nouveaux milliards de dollars, la question qui se pose est, tout ça pour trouver quoi? Et la seule réponse, c'est pour accéder à une nouvelle physique. Alors, en augmentant l'énergie des collisionneurs, eh bien, on sera peut-être comme un forgeron qui tape sur une enclume et qui fait émerger des étincelles, et en tapant de plus en plus fort, eh bien, il a de plus en plus d'étincelles, mais il n'a pas vraiment quelque chose de nouveau. Si on quitte ce domaine de l'infiniment petit pour aller vers l'infiniment gros, c'est-à-dire vers l'astrophysique et la cosmologie, eh bien c'est pire encore. On a un modèle à bout de souffle qu'on n'en finit plus de rafistoler. Quand j'ai intégré l'Observatoire de Marseille au début des années 70, eh bien effectivement, les astronomes faisaient des mesures de vitesse dans les galaxies et on avait des courbes de vitesse, mais les barres d'erreur étaient considérables. Au fil du temps, les mesures se sont précisées et à la fin des années 70, Valérie Diobine et ses collaborateurs ont publié des courbes de vitesse, vous les voyez sur l'écran, et là on voit une chose, c'est qu'il y a une sorte de palier à distance, mais en plus, les vitesses sont considérables. C'est-à-dire que dans ces conditions, la force de gravité créée par la masse visible est incapable de retenir les étoiles. Alors, vous savez ce qu'ont fait les astrophysiciens? Ils ont dit c'est pas difficile. Eh bien, on ne voit que le cinquième de la masse présente dans les galaxies, donc il y a une matière sombre, et voilà le camembert qui représente cette distribution des masses. Mais depuis 50 ans, impossible de capturer cette fichue matière sombre. Celle qu'on a qualifiée d'astroparticule refuse énergiquement de se laisser capturer. Ça, c'est au niveau de l'astrophysique. Maintenant, au niveau de la cosmologie, eh bien, quand j'intègre au début des années 70 l'Observatoire de Marseille, eh bien, la grande question est quelle est la densité moyenne de l'univers? Est-ce qu'elle est supérieure, égale ou inférieure à 10-29 grammes par centimètre cube? Alors, effectivement, on a les trois modèles de Friedman, et suivant cette valeur de cette densité, eh bien, quand c'est supérieur, on va avoir un univers cyclique. Quand c'est inférieur, on va avoir un univers hyperbolique qui tend vers une exposition linéaire. Et puis alors, quand l'intensité est égale, on a une situation intermédiaire où on a une courbe d'expansion qui se présente sous la forme d'une parabole couchée. Mais en 1990, des mesures de vitesse qui sont faites avec des moyens observationnels plus précis permettent de conclure que l'expansion, au lieu de se ralentir, au contraire accélère. Et en 2011, un prix Nobel va récompenser cette nouvelle découverte.
Pour rendre compte de cette accélération, eh bien, on ressort la constante cosmologique de sa naphtaline, qui avait été éliminée par les théoriciens, on la réintroduit dans l'équation d'Einstein, et ça donne une expansion exponentielle, puisqu'à ce moment-là, cette densité est constante. Alors, qu'est-ce que c'est que lambda? Eh bien, on l'interprète en disant que c'est une densité d'énergie du vide, une énergie noire constante, et en faisant E égale mc2, eh bien, on obtient son équivalent en matière, et voilà le nouveau camembert, avec justement cette énergie noire qui prend sa place. Et alors l'observation, ça n'est plus que 4% de la matière. Au passage, bien que ce ne soit pas le thème de l'exposé d'aujourd'hui, eh bien, dans le modèle Janus, on remplace tout cela par 96% de masse négative et 4% de masse visible. Et alors, sur ce schéma, eh bien, on peut rajouter la courbe d'expansion correspondant au modèle Janus, c'est la courbe bleue. Au lieu d'être une accélération exponentielle, eh bien, cette accélération tend vers zéro, tend vers une expansion linéaire, ce qui est quand même plus satisfaisant pour le physicien. Alors, où en est-on? Eh bien, depuis des décennies, on tente de capturer cette matière sombre dans les tunnels, dans des mines. Échec, et alors on n'a même pas de modèle d'énergie noire. En 1995, le télescope spatial Hubble entre en fonction, les données s'accumulent au fil des années, des décennies, et en 2017, une équipe franco-israélo-canadienne dresse une fantastique carte 3D des galaxies avec le champ des vitesses propres, c'est-à-dire en enlevant la composante liée à l'expansion, et tout cela révèle l'existence d'un grand vide de 100 millions d'années-lumière de diamètre, situé à 600 millions d'années-lumière de notre galaxie, voire la flèche. Aujourd'hui, une dizaine d'années se sont écoulées et on connaît maintenant une demi-douzaine de grands vides de ce genre pour lesquels l'astrophysique traditionnelle n'a pas d'explication et pour lesquels l'explication est fournie par le modèle Janus. Au centre de ces grands vides, on a un gros conglomérat de masse négative. Mais ces données étaient limitées par la portée du télescope spatial Hubble, qui avait une capacité de capter des images dans le proche infrarouge, mais ça se limitait à 1 milliard d'années-lumière. Alors il a fallu attendre en 2022 la mise en service du télescope spatial James Webb. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le télescope spatial James Webb est capable de voir dans le passé de l'univers et le modèle classique était incapable de produire des galaxies entièrement formées avant 1 milliard d'années après le Big Bang. Et là, on en a trouvé des galaxies spirales entièrement formées à 500 millions d'années, 400 et maintenant 300 millions d'années après le Big Bang. Cela fait 30 ans que le modèle Janus prédisait une formation extrêmement rapide des galaxies pendant la première centaine de millions d'années. Pour tout ça, je vous renvoie à ma bande dessinée Modèle Janus contre Science Noire. Enfin, on peut ajouter quelque chose qui a émergé en 2025. Donc déjà, on avait l'idée que le cosmos avait une expansion accélérée, mais avec une accélération constante. Or, en 2025, la collaboration franco-américaine DESI a montré que l'accélération était plus forte dans le passé. Et là, vous avez toutes les couvertures de presse qui ont immédiatement envahi l'espace médiatique. Et ça, c'est le clou dans le cercueil du modèle standard, car il est incapable de rendre compte d'une expansion avec une accélération non constante. Au passage, cette évolution à accélération non constante est la première chose qui a produit le modèle Janus en 2014, c'est-à-dire il y a 12 ans. Une donnée passée complètement inaperçue. Donc on est en train de resoumettre un article intitulé « Le modèle cosmologique Janus prédisait une loi d'expansion à accélération variable dès 2014 ». Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet article de 2026 par rapport à ce qui avait été publié en 2014 ? Eh bien, en haut de la figure, entouré en rouge, eh bien, c'est la solution paramétrique exacte d'un système d'équation de champ qui a été publié dès 2014. Puis alors, juste en dessous, vous avez l'expansion. Et puis enfin, la courbe du bas, c'est l'accélération. Et vous voyez bien qu'elle descend. Donc, le modèle Janus est tout simplement le seul modèle qui explique cette non-constance de l'accélération, qui était plus importante dans le passé. Alors, logiquement, les revues les plus importantes, comme Nature, comme Physical Review Day, devraient publier ce travail immédiatement, et les journaux de vulgarisation scientifique devraient en faire leur page de couverture. Mais il faut compter sur l'action discréditante menée par l'académicien Thibaut Damour en 2019, il y a 7 ans, en envoyant des messages dans le monde entier en expliquant que Janus ne tenait pas debout.
Dès 2019, il installe sur sa page de l'Institut des hautes études de Mur-sur-Yvette des articles intitulés Incohérences mathématiques et physiques du modèle Janus, puis il réédite en 2022. Au moment où vous regarderez cette vidéo, il y a toutes les chances pour que ces articles soient encore en place. Jadis, le philosophe Schopenhauer avait défini les 3 phases que devait traverser une idée avant de s'imposer. Alors, première phase, elle était tournée en ridicule. Ensuite, dans la seconde phase, elle subissait une opposition violente. Et enfin, la troisième phase, eh bien, elle était considérée comme allant de soi. Alors, on pourrait croire que nos travaux en sont dans la phase où il y a une opposition violente. Mais non, pas du tout. Cette opposition violente, ce sont des articles informes mis par Damour sur sa page de l'IHES, que personne ne lit, mais auquel tout le monde se réfère. Depuis 7 ans, depuis 7 longues années, ce bonhomme à l'habit chamarré n'a jamais voulu répondre à un moindre message de ma part, n'a jamais accepté une rencontre, ni quoi que ce soit. Les questions scientifiques, ce n'est pas dans les médias qu'il faut en débattre, c'est dans les séminaires. Moi, je suis prêt demain à aller en séminaire pour répondre à Damour, mais les salles de séminaire me sont fermées. Les demandes que j'ai faites dans les laboratoires sont restées sans réponse. Il y a 2 ans, en 2024, j'ai publié dans une excellente revue de classe A, European Physical Journal C, un article de 24 pages avec tous les détails sur les bases physiques, géométriques et mathématiques du modèle. Cette même année, tout ceci est doublé en 2024 par un article dans une revue de physique mathématique, qui constituait une sorte de réponse à Damour. Réaction face à cela, pas de réaction, c'est le silence. Alors c'est là qu'on est amené à ajouter une phase supplémentaire au schéma proposé par Schopenhauer. Alors vous voyez, premier pan, l'idée est tournée en ridicule. Deuxième stade, elle subit une opposition violente. Troisième stade, on l'ignore. Et quatrième stade, si possible, elle est acceptée comme allant de soi. Mais là, on est dans la phase 3. On est dans le mur du silence. Et là, on retrouve exactement ce que j'avais connu 40 ans plus tôt avec la MHD. Et j'avais même intitulé cette BD Lenturlu consacrée à la magnéto-hydrodynamique, le mur du silence, le bien nommé. Et oui, c'est le mur du silence en France, dans les revues comme La Recherche, pour la science, pour les émissions de télévision, dans les revues de vulgarisation. Il faut dire que je pousse le bouchon à distance cosmique. Alors là, vous avez la relativité générale avec l'équation d'Einstein, avec sa constante cosmologique représentée par cette lettre grecque lambda majuscule. Et qu'est-ce qui est proposé? Eh bien, simplement, puisque cette équation ne marche plus très bien, c'est de la remplacer par le couple d'équations de champ de Jean-Pierre Petit, les équations Janus. Alors, j'ai dit plus haut qu'en 2024, j'avais publié 2 importants papiers de 24 pages et 15 pages dans des revues de haut niveau qui constituaient une forme de réponse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Guy Monnet, qui était l'ancien directeur de l'Observatoire de Marseille, qui a fait une très belle carrière comme responsable scientifique de l'instrumentation à European Space Observatory, a écrit à François Combe en lui disant « Bon, Petit a publié tout ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, vous allez découvrir la réponse que Françoise Combe, présidente de l'Académie des sciences, fait à l'astrophysicien Guy Monnet. C'est un mail daté du 24 janvier 2025. Cher Guy, je comprends ton souci, mais il faut bien reconnaître que le modèle Janus n'a aucune cohérence physique. Thibault a eu la patience d'écrire une lettre en 2019 et de l'expliquer sur les équations sur leur papier de 2014. Aussitôt, ils ont reconnu leur erreur et écrit une autre version qui était encore pire. Et Thibault a eu la patience de leur expliquer encore pourquoi. Les équations ne vérifient pas la covariance, leur modèle inclut des masses négatives et les masses de signes opposés se repoussent. Comme tu vois, il y a déjà violation du principe d'équivalence. Bien qu'ils ne reconnaissent que ce n'est pas possible d'avoir des masses négatives en relativité générale, ils prétendent que les masses négatives sont toutes de la matière noire et de l'énergie noire. Bien entendu, dans le système solaire, il n'y a que les masses positives. Est-ce que tu crois qu'un tel modèle mérite d'être défendu ? Comme tu l'as vu, ils ont essayé de publier un peu partout et finalement, ce modèle est connu et ne souffre pas de la possibilité d'être présenté publiquement puisqu'ils sont sur European Physical Journal C. Plus de 99% des astrophysiciens que je connais ont la même opinion sur ce modèle. Bien amicalement, Françoise.
Dès 2019, face à l'absence de réponse de Damour, je m'étais adressé à Étienne Gis, membre de l'Académie, mathématicien et géomètre de surcroît, donc parfaitement capable de se prononcer sur les bases mathématiques et géométriques du modèle Janus. D'autant plus que, en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie, c'est exactement la bonne personne à saisir en cas de désaccord avec un membre de l'Académie. Pendant 7 ans, j'ai vainement essayé de le rencontrer en lui proposant de venir lui exposer mes travaux. En 2022, j'ai réussi à le joindre au téléphone. Il m'a répondu qu'il n'avait absolument pas le temps. Alors, il y a un quatrième membre de l'Académie des sciences, le mathématicien Cédric Villani, qui, interrogé par un journaliste en décembre 2025, se prononce sur le modèle Janus. Écoutez, Langlois interviewe Cédric Villani. Que pense-t-il des équations de champ couplé de monsieur Jean-Pierre Petit? Je suis curieuse de sa réponse mathématique. Ça, j'ai pas assez d'intuition astrophysique pour pouvoir répondre. Toute ma carrière de physique mathématique, je dis bien physique mathématique, a été construite sur de la physique classique. Tout ça, là, j'ai suffisamment d'intuition et de familiarité avec la littérature aussi bien mathématique que physique pour pouvoir donner mon avis sur ce qui est physiquement pertinent dans les modèles de physique mathématique classique. Mais là, on n'est pas sur quelque chose où j'ai une bonne intuition. Très honnêtement, je suis trop loin du domaine pour donner mon avis sur l'intuition qu'il apporte. Il a une théorie qui est, pour le coup, minoritaire et dissidente par rapport aux théories les plus en vogue chez les astrophysiciens. Damour a publiquement énoncé que son modèle était... qu'il y avait des fautes dans le modèle de Petit, et ainsi de suite. Alors, sur ce point précis, sur la contradiction par Damour du modèle de Petit, en mon âme et conscience, selon moi, Damour a trouvé une contradiction. Petit a fait une réponse, et selon moi, la réponse de Petit ne répond pas à la contradiction de Damour. On a pu constater depuis quelque temps qu'il y a un certain dysfonctionnement politique. Nos élites françaises ne sont plus tellement à la hauteur. Ce dysfonctionnement, on en trouve le pendant dans l'Académie des sciences. Bref, après ce tour d'horizon, on est en état de conclure qu'on se trouve dans une situation de crise scientifique sans précédent. Alors on pourrait dire oui, mais enfin en 1900 aussi, il y avait une crise scientifique. En 1905, la relativité restreinte a apporté une réponse à cette crise concernant la constance de la vitesse de la lumière, mais ça n'intéressait personne, à part une petite frange de théoriciens. Ensuite, en 1915, quand Einstein invente la relativité générale, mais qu'est-ce que ça fait? Ça apporte une correction au périhélie de Mercure qui correspond à l'épaisseur d'un trait de crayon. Là encore, ça n'a pas changé l'astronomie. On n'a pas du tout invalidé les lois de Newton. Par contre, en astrophysique et surtout en cosmologie, eh bien, les observations réalisées invalident complètement ce qu'on extrait de l'équation d'Einstein, qui est pourtant inscrite en lettres d'or sur les murs de tous les instituts scientifiques. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le modèle Janus invalide tout ce qui a été publié depuis 50 ans en astrophysique et en cosmologie. C'est catastrophique. Ce sont des milliers d'articles, des centaines de thèses de doctorat qui sont remises en question. Voici un article de 40 pages qui vient de sortir dans la revue Journal of Modern Physics et dont le titre est « Incohérence mathématique et géométrique du modèle des trous noirs ». Mais alors, si ce ne sont pas des trous noirs, c'est quoi? Eh bien alors, deuxième article paru en octobre 2025 dans la même revue, ce sont des plug stars. Plug en anglais, ça veut dire la bombe. J'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça. Ça limite les masses des étoiles à neutrons à 2,5 masses solaires. Au-delà, eh bien, elles se comportent comme des chasses d'eau. Quand une étoile à neutrons est déstabilisée parce qu'elle reçoit un apport de masse d'une étoile compagne, eh bien, elle se débarrasse de cette masse en excès en l'envoyant dans l'univers jumeau, c'est-à-dire dans l'univers des masses négatives. Alors vous savez qu'on a des images des deux objets qui se trouvent au centre de la galaxie M87 et de la Voie lactée. Alors ce ne sont pas des étoiles à neutrons, mais ce sont également des plug stars. Alors il y a une particularité pour ces plug stars, c'est que le rapport des températures de brillance devrait être exactement égal à 3. Eh bien c'est ce qu'on trouve dans les observations.
Vous savez peut-être qu'on va obtenir des images de nouveaux objets hypermassifs situés au centre des galaxies. Si on trouve que le rapport des températures de brillance est encore égal à 3, ben, ça posera le problème. Alors vous voyez tout ça quand on prend l'article montrant que les trous noirs n'existent pas, l'article sur les Plugstar et ses données observationnelles, ben, soit c'est un tissu d'ânerie, soit alors si c'est vrai, eh bien, ça invalide le prix Nobel du mathématicien Roger Penrose, qui a montré que le modèle du trou noir émergeait immanquablement de l'équation de la relativité générale. Ça invalide le prix Nobel de Kip Thorne, qui a montré que les ondes gravitationnelles émanaient de la fusion de trous noirs de dizaines, même de centaines de masses solaires, comme ça valide également le prix Balzan et tous les travaux de Thibaut Damour, pour qui l'émission d'ondes gravitationnelles enregistrées pour LIGO et Virgo, mais ça correspond à des fusions de trous noirs de dizaines de masses solaires. Bon, pour conclure cette présentation, on voit une chose, c'est que en science, actuellement, eh bien, l'innovation, elle est à l'ordre du jour. Pour innover, il y a deux niveaux. Soit on utilise les outils scientifiques existants, en particulier les outils théoriques, pour arriver à prédire un phénomène ou à en expliquer quelque chose, soit alors carrément on crée de nouveaux outils. Vous avez bien compris que c'est au second niveau que je me situe. Restons au premier niveau. Alors, on va regarder dans ce qui va suivre ce qui stimule la créativité. Et je donnerai donc des exemples personnels. Alors la première chose, ça consiste à être attentif à quelque chose d'insolite. Alors vous voyez, on est en 1958, je viens de rentrer à l'école supérieure d'aéronautique. Alors à l'époque, quand on prend des photographies, eh bien, le film est enroulé sur une petite bobine qui a un axe creux. Alors moi j'ai l'idée de souffler dans cet axe sur une boîte d'allumettes, comme indiqué sur la figure. Et là j'ai la surprise de constater qu'en soufflant sur la boîte verticalement, du haut vers le bas, eh bien, j'arrive à soulever la boîte. Alors là, vous allez me dire, oui, mais enfin, souffler dans un axe de bobinage de film d'appareil photo sur une boîte d'allumettes, c'est vraiment bizarre. Mais oui, mais il faut faire des choses insolites. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui inventent des choses parce qu'ils ont des gestes tout à fait incongrus. Alors là, je me demande ce qui pourrait se passer si au lieu de souffler avec ma bouche, j'utilisais une source d'air comprimé de 6 kg. Et grâce à la complicité de techniciens de l'école, eh bien, on construit à ce moment-là quelque chose qui deviendra ce qu'on appelle une tuyère-disque. J'invente la tuyère-disque. Voilà. Et à ce moment-là, en mettant une plaque en dessous, eh bien, ça soulève 3 kg. Alors la distance entre cette espèce de trompette métallique et la plaque, mais c'est quelques dixièmes de millimètre. Ça fait juste un chuintement. Alors on se pose la question, mais comment se fait-il que ça aspire cette plaque? Notre professeur d'aérodynamique de l'époque s'appelle Rebuffet, il a une explication très simple. Bien, vous voyez, l'air à ce moment-là passe avec une forme de tourbillon, il se retrouve sous la plaque et il pousse la plaque contre la trompette. Je ne suis pas très convaincu. Je montre même une expérience où je mets ma trompette au fond d'un pot de confiture en métal, et ça aspire quand même. Et là, évidemment, mon professeur d'aérodynamique le prend très mal. Il arrive qu'on soit confronté à des phénomènes qui sont complètement à contre de ce qu'on peut imaginer. Donc il faut être capable d'avoir un petit peu de scepticisme par rapport à une pensée ambiante. Il faut arriver à penser en dehors de la boîte. Alors je réfléchis, je me dis, de toute façon, c'est un écoulement radial. Dans cet écoulement, le gaz est détendu. Et j'ai appris à l'école que justement, lorsqu'il y avait une détente comme ça, on devient très facilement supersonique. Et puis quand on devient supersonique, la pression baisse. Et à ce moment-là, cette pression qui baisse peut amener à une remontée de pression avec une onde de choc. Alors j'ai appris aussi une chose à l'école, c'est qu'il y a une analogie entre les ondes sonores et les ondes de surface sur les liquides. Et lorsque la vitesse de déplacement du liquide est suffisamment importante, eh bien on a l'équivalent d'une petite onde de choc. Alors ce qui est amusant à l'époque, c'est comme on n'a pas d'ordinateur, ça n'existe pas. Hein. Eh bien à ce moment-là, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Malavar qui nous fait faire des travaux pratiques sur des simulateurs hydrauliques. Alors à côté de chez moi, à Cuertuis, il y a un canal, et puis il y a un endroit où l'eau se déverse. Il y a une espèce de seau de hauteur de 50 cm. En amont de cette petite chute d'eau, l'écoulement n'est pas très rapide, ce qui fait que si on met un cure-dent, on ne crée pas cette espèce de mini-onde de choc. Tout simplement parce que dans cette analogie hydraulique, on est subsonique. Et là, vous voyez une chose, si vous voulez avoir des idées en physique, il faut croiser différentes disciplines. Et l'analogie, c'est quelque chose de très puissant.
Maintenant, si on déplace le cure-dent vers l'aval, eh bien plus on va dans la chute et plus la vitesse augmente. Et à ce moment-là, on voit apparaître ces petites mini-ondes de choc. Et plus on va vers une vitesse importante, plus ces ondes se couchent. Ça devient des ondes de Mach. Alors, quand vous avez un écoulement liquide, la paroi a des petites aspérités. Et ces aspérités, elles vont créer des mini-ondes de Mach. Et voilà ce que vous voyez quand l'eau s'écoule dans un caniveau. Alors, dans un coude comme celui-ci, eh bien, la vitesse de fluide va augmenter. Et à ce moment-là, vous avez les ondes de Mach qui se couchent progressivement. Il faut savoir observer la nature. Vous voyez, moi j'ai appris beaucoup plus de choses en observant l'eau dans les caniveaux qu'en écoutant les cours de dynamique supersonique de mes professeurs. Alors il y a un truc amusant, c'est que l'angle est d'autant plus fort que la vitesse est importante, et lorsque vous vous rapprochez vers le bord extrême de l'écoulement, eh bien vous constatez que ces ondes de Mach finissent par disparaître. C'est normal parce qu'avec le frottement sur le fond, sur la chaussée, eh bien la vitesse devient subsonique, alors il n'y a plus d'ondes de Mach. Alors je me suis mis à tester les écoulements liquides à surface libre avec un cure-dent. Là, vous avez un exemple de l'écoulement de l'eau qui tombe dans un évier quand il n'y a pas beaucoup d'eau sur le fond. Donc vous avez un écoulement radial. Et cet écoulement radial est assez rapide. Alors si on utilise son cure-dent, on s'aperçoit qu'on a un écoulement supersonique. Et puis il y a une espèce de bourrelet d'eau et à l'extérieur, eh bien, la hauteur d'eau a remonté et on a un écoulement subsonique. Eh bien, cette espèce d'onde circulaire, c'est l'équivalent d'une onde de choc, d'une onde de recompression. Alors j'ai repris ma tuyère disque, et puis avec les dessous de calcul que j'avais appris dans mes cours, eh bien j'ai calculé cet écoulement, je me suis aperçu que c'était supersonique et qu'il devait y avoir une onde de choc en périphérie. Alors quand j'ai dit ça à mes professeurs, ils ont haussé les épaules. Alors finalement, j'ai pris cette plaque inférieure en plexiglas, j'ai fait un petit trou dedans et j'ai mis un tuyau pour arriver sur un tube en U à mercure. Et en déplaçant progressivement la plaque, clac, j'ai vu la hauteur qui changeait. Et j'ai mis en évidence la présence de l'onde de choc. Ça n'a encore pas plu à mon professeur. Bon, mais tout ça, c'est toute une histoire. Dans les sous-sols de l'école, j'ai créé un laboratoire d'aérodynamique avec des choses toujours de plus en plus déconcertantes. Là-bas, j'ai rencontré Coanda, Henri Coanda, celui qui a donné son nom à l'aéroport Henri Coanda à Bucarest. Il était très âgé et évidemment on s'est entendu comme larron en foire. Mais on avait comme directeur le général de Val-Roger et de Val-Roger avait dit à ses collaborateurs « Bon sang, j'ai déjà un Coanda qui m'emmerde, maintenant j'ai un autre Coanda de 20 ans, on ne va pas s'en sortir. » Faisons un saut dans le temps. Quelques années. Donc, en 1964, je me retrouve à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille. Et là, il y a un contrat qui porte sur une chose étrange qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique. Alors, effectivement, on peut utiliser une tuyère dans laquelle arrive un gaz très chaud, suffisamment chaud pour être ionisé, pour être conducteur d'électricité. On fait circuler ce gaz entre deux bobines d'un électroaimant et grâce à ça, on produit un courant électrique dans ce qu'on appelle un générateur de Faraday. Et alors à ce moment-là, l'idée, c'est d'arriver à produire du courant électrique, de la puissance, avec deux températures. Ça, c'est le générateur à rafale TC8 que j'ai construit à l'Institut de mécanique des fluides. Mais pour ça, j'ai repris toutes les idées d'un garçon adorable qui est mort maintenant, qui s'appelait Georges Inglesakis. Et c'était une application du principe, quand on n'est pas riche, eh bien, il faut être malin. Alors le principe que Georges avait appliqué, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire durer une expérience plus longtemps que prévu. Alors effectivement, on avait un gaz à 10 000 degrés, comment faire circuler ça avec des parois et des électrodes? Eh bien la raison était simple, il suffisait de faire fonctionner ça seulement pendant quelques dizaines de microsecondes. Comme ça, le plexiglas n'avait pas le temps de fondre, les électrodes n'avaient pas le temps de se volatiliser. Alors là, on voit un dessin de ce générateur. C'est extrait d'un article que j'avais fait pour Science et Vie, à l'époque où j'étais encore bien considéré dans ce journal. Alors au premier plan, on voit la main qui porte les électrodes en cuivre rouge avec des petits trous. Les électrodes qui tiennent des milliers d'ampères, mais pendant 20 microsecondes. Au-dessus des bobines de l'électroaimant qui sont suspendues, eh bien, on voit une espèce d'objet qui a la taille d'un seau de plage,
entouré de barres en cuivre, eh bien c'est un ignitron qui commutait le courant électrique nécessaire pour faire le champ magnétique, c'est-à-dire 54 000 ampères. Enfin, en bas à gauche, vous avez le gros oscilloscope à lampe sur lequel est fixé un appareil Polaroid qui permet de filmer le spot. C'est le seul moyen dont nous disposions pour enregistrer les paramètres pendant des temps aussi brefs. Dans ces conditions, Georges avait pu faire fonctionner un générateur MHD avec de l'argon porté à 10 000 degrés, ça fonctionnait. Maintenant, l'idée, c'était de garder la température électronique, mais d'essayer de descendre la température du gaz, de fonctionner donc avec un plasma avec 2 températures. Alors ça peut paraître extraordinaire, mais en fait, quand on prend un tube fluorescent, eh bien, les électrons sont à plusieurs milliers de degrés, alors que quand vous mettez la main dessus, ça reste froid, le gaz reste froid. Un tube fluorescent est un plasma à 2 températures. Alors la conversion directe de l'énergie en énergie électrique avec les générateurs MHD avait suscité un énorme espoir dans les années 60. Seulement, on s'est aperçu que même en enrichissant le plasma avec du césium, eh bien, il fallait avoir 3000 degrés pour avoir une conductivité électrique suffisante. Or, industriellement, au-dessus de 1500, on n'a pas de matériaux qui tiennent. Une chose qui avait été découverte par un jeune russe, Eugénie Velikov, lorsqu'on fait de la MHD, on a un champ magnétique transversal, et à ce moment-là, le plasma à 2 températures devient extrêmement instable. Voilà ce que ça donne. Ici, vous avez le développement de cette instabilité d'ionisation qui se développe en quelques microsecondes. Grâce au contact que j'ai eu avec les Russes en visite en France, j'ai compris que tout ça, ça ne se passait pas dans un espace à 4 dimensions, mais dans un espace à 7 dimensions, qui est l'espace justement de ces milieux en équilibre. Alors j'ai dû investir pendant des mois là-dedans, et voilà ce que ça donne. Ça s'appelle l'algèbre des dyadiques. Bon, c'est pas terriblement compliqué, mais si on ne maîtrise pas ça, on est incapable d'avoir prise sur le problème. Alors c'est très gentil d'avoir un peu d'intuition, mais quand vous abordez des problèmes de physique un peu sophistiqués, si vous n'avez pas le bagage mathématique qui vous permet d'attaquer les problèmes à un niveau suffisant, eh bien vous ne comprenez même pas ce que vous faites. Moi j'ai eu de la chance parce qu'avec les Russes, j'ai tout de suite été à bonne école. C'était des redoutables théoriciens. Alors moi ça m'a permis de calculer le taux de croissance de la stabilité et de découvrir des conditions dans lesquelles je pourrais arriver à la prendre de vitesse. Il fallait que je trouve un moyen d'ioniser très rapidement pour amener le plasma dans une plage stable. Et là, j'ai trouvé l'effet Penning. L'effet Penning, ça consiste à utiliser 2 gaz au lieu d'un, et effectivement, on commence par exciter l'hélium à un état métastable, il transmet par résonance son énergie à l'argon, et l'argon lâche son électron, et c'est plus rapide que d'ioniser l'argon directement. Et dès le premier essai, en gardant une température électronique de 10 000 degrés, j'ai pu descendre la température du gaz à 6 000, puis après à 4 000 degrés. Et ça, c'est l'exemple d'une expérience qui a été entièrement prévue par la théorie. Alors je me rappelle qu'Iglesiakis était sceptique, et effectivement, il faut pouvoir prouver ce qu'on avance. Donc moi, j'avais calculé qu'en rajoutant 3% de gaz carbonique, le gaz carbonique allait refroidir le gaz d'électrons, il n'y aurait plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, en partant déjeuner, on avait fini. Dans cette vidéo, je veux, à travers des exemples, montrer comment peuvent apparaître des idées. Alors, ça, c'était une première solution, mais ça ne permettait pas de descendre en dessous de 4000 degrés. Or, j'ai trouvé beaucoup mieux beaucoup plus tard. Alors, vous vous rappelez qu'un plasma, on trouve ça aussi dans un tube fluorescent, dans un tube à vide. Dans tous les laboratoires, on trouve des petites pompes à vide. Alors, ces pompes à vide, il y a une petite diode avec 2 électrodes qui sont soumises à une tension de 1000 ou 2000 volts. Et alors, ça permet de savoir quand la pression commence à être assez basse, parce qu'à ce moment-là, on a une belle décharge qui apparaît. Et puis, on sait également quand on atteint un vide suffisant, parce que quand on arrive à 1/100 de millimètre de mercure, eh bien, il n'y a plus assez de gaz, et à ce moment-là, la décharge disparaît. Alors les idées apparaissent parfois parce qu'il y a des gestes qu'on fait sans trop y penser. Et moi, un jour dans le laboratoire, j'avais un aimant permanent. Je l'ai approché de la diode et voilà ce que j'ai obtenu. Vous vous rappelez l'image des lignes de courant qui se distordaient, qui étaient justement très serrées à certains endroits, donc qui émettaient de la lumière. Eh bien, avec ma diode, j'avais retrouvé les instabilités en pile d'assiette de Velikov.
Alors, vous vous rappelez que l'instabilité d'ionisation de Velikov, eh bien, c'est une turbulence des lignes de courant. C'est le moment où les lignes de courant se mettent à zigzaguer complètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un gaz quand on veut supprimer la turbulence? Eh bien, on utilise des grilles. Tenez, par exemple, là, j'ai une illustration qui sort de ma bande dessinée La Passion verticale, et là-dedans, il y a l'enturlu qui essaye de se fabriquer une soufflerie verticale avec une hélice, et un petit ventilateur. Eh bien, pour régulariser l'écoulement, il installe des aubes formant une sorte de grille qui empêche les filets d'air de partir dans tous les sens. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'éviter que les électrons partent dans tous les sens. Alors à ce moment-là, on va utiliser des aubes pour contenir ces électrons. Et alors qu'est-ce que c'est que ces aubes? Eh bien, ce sont des endroits où le champ magnétique est plus important. Parce que vous savez que le champ magnétique, quand il y a un gradient de champ magnétique, la pression magnétique confine les électrons. À l'époque, je cherchais à obtenir des allées de courant électrique en spirale. Alors là, voilà la publication à l'Académie des sciences. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé des sortes d'allées dans lesquelles le champ magnétique était plus faible. Et là, à ce moment-là, la décharge s'est localisée dans ces régions de faible champ magnétique. Et ici, il y a la photographie qui témoigne du succès de l'expérience. Dans cette vidéo, volontairement, je n'ai pas voulu insister sur le contexte sociologique de ces recherches. Ici, vous avez une photographie qui date de 1976 où on réussit à annihiler la turbulence de silage derrière un cylindre. Et ça a été pris dans la cuisine de Maurice Vuitton. Disons que pendant plus de 10 ans, ça a été un gâchis absolument mémorable. En 1980, la MHD française, eh bien, c'était une chambre de bonne de 8 mètres carrés, rue Aude, à Aix-en-Provence. Ça doit être une des très rares photos qui ont été prises dans ce local. Alors, si vous avez de bons yeux, à gauche, vous verrez une mini fraiseuse et à droite, un mini tour pour faire des pièces. Alors là, vous avez un dessin qui, somme toute, est très réaliste. Alors ça rappelle une anecdote. Christian Nazet était un ingénieur militaire, puis un jour, il visite un laboratoire à Tomsk, en Russie, un laboratoire de MHD, il tombe sur un spécialiste russe qui dit « Vous êtes français ? Vous connaissez Jean-Pierre Petit ?» Non, non, non. Jean-Pierre Petit, annihilation d'instabilité Velikov dans chambre de bonne. Alors ça ressemble à une recherche d'amateur effectuée avec des moyens de fortune, mais il faut se rappeler une chose, c'est que quand les missiles hypersoniques évoluent en haute altitude, eh bien ils sont dans un milieu où la pression est très basse, et effectivement, comme on cherche à supprimer les ondes de choc grâce à la MHD, eh bien on se trouve confronté à l'instabilité de Velikov, et je peux dire la chose suivante, c'est que les techniques hypersoniques russes ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas le résultat de cette expérience menée dans une chambre de bonne. Alors, en matière de recherche scientifique, eh bien, on peut très bien aller rechercher ces idées dans des domaines extrêmement variés. Par exemple, en 1977, j'ai publié une note de compte rendu de l'Académie des sciences présentée par l'académicien Lichtowitz, mathématicien, qui représentait justement l'optimum de l'aérodyne MHD. Eh bien, c'est un truc en forme de soucoupe. Ça, c'est la version plus élaborée, la version à induction, sans électrodes. Alors, on a des solénoïdes qui sont parcourus par des courants alternatifs qui créent un effet d'induction. À cela, il faut ajouter une ionisation pulsée par micro-ondes. Vous irez voir comment ça fonctionne dans les notes de compte rendu que j'ai publiées sur ce sujet-là. Alors, il y a une chose aussi, c'est quand on crée un plasma avec des solénoïdes, eh bien, il y a un champ magnétique qui tend à expulser le plasma loin de l'objet. Alors, dans la photographie en noir et blanc qui accompagne cette autre publication, on voit très bien, en haut et à droite, comment le plasma est déconfiné, comment il est projeté complètement au loin. Ça, c'est un effet du gradient de pression magnétique. La décharge électrique, voire la ligne blanche, a tendance à se localiser là où le champ magnétique est plus faible. Alors sur ce papier, eh bien, on voit le tenseur de conductivité électrique. Et oui, la MHD, c'est aussi du calcul tensoriel. Alors il reste un problème à résoudre. Comment faire en sorte qu'on puisse conserver le plasma à la paroi? Eh bien, il faut inverser le gradient de pression magnétique. Et ça, on va le faire avec des deux solénoïdes qui sont parcourus par des courants inverses. Alors vous voyez, une région assurée, une sorte de surface
en tronc de cône, eh bien le champ est plus faible sous cette surface. Donc ça va plaquer le plasma à la paroi. Évidemment, comme toutes les expériences que j'ai pu tenter, ça a marché au premier essai. On a même une photo couleur qui vous montre ce plasma confiné. Ça, c'est les vieux modèles de soucoupe volante qui marchent encore avec des électrodes et l'effet Hall. On est obligé de constater qu'il existe des tabous en science. Et disons que c'est à cause de cette cosmotrouille que les Français se sont interdits de développer toutes ces recherches de MHD. Par contre, ça n'a pas arrêté les Russes. Je disais plus haut qu'il fallait rester attentif à certains résultats expérimentaux qui pouvaient éventuellement amener à rebondir sur d'autres recherches. Alors, quand j'étais à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille, eh bien, je vous ai dit que ce générateur MHD pulsé, qui avait une petite tuyère de section 5 cm par 5 cm, ce générateur dont le volume entier aurait tenu à l'intérieur d'une canette de bière, sortait 2,5 MW. Cette conversion d'énergie cinétique en électricité se payait au prix d'un très fort ralentissement du plasma. Et on peut dire que ce laboratoire était le seul au monde à atteindre de telles valeurs du paramètre d'interaction. Et alors qu'est-ce qu'on constatait? Eh bien que ce ralentissement était suffisamment puissant pour engendrer la naissance d'une onde de choc plane qui s'installait en entrée de tuyère. Dès la fin des années 60, je me suis dit, bon, ben, si on arrive à créer des ondes de choc avec un obstacle constitué simplement de forces électromagnétiques, eh bien, en utilisant des forces de même intensité, on doit pouvoir agir sur ces ondes de choc et même les empêcher de se produire. En fait, les ondes de choc se produisent lorsque le gaz n'arrive plus à passer. Et on a vu par exemple avec l'expérience que nous avions montée avec Maurice Vitton dans sa cuisine, qu'on arrivait à créer un fort effet d'accélération autour d'un obstacle cylindrique, au point même de créer une sorte de succion sur le point d'arrêt. Sur cette image, on voit la configuration de ce petit accélérateur cylindrique qui est extrêmement simple. C'est un barreau cylindrique qui est un aimant permanent flanqué de 2 électrodes. Donc en 1976, l'idée a été de monter une expérience de simulation hydraulique où on s'est demandé si on pouvait faire disparaître la vague d'étrave devant un petit obstacle cylindrique. C'était un cylindre qui faisait 8 mm de diamètre. La vitesse de l'eau, 8 cm par seconde, simulait un nombre de Mach incident de 1,4. Ça suffisait à créer une vague d'étrave. Alors, le problème, c'est que pour la MHD en liquide, on est gêné par le fait qu'on ne peut pas augmenter l'intensité, parce que ça, l'électrolyse fait apparaître des bulles et ça nous masque complètement le phénomène. Sur cette photo, vous voyez très bien la couche de bulles qui se forme et qui limite l'intensité à 1 ampère par centimètre carré. J'avais fait tous les calculs, donc il nous fallait un champ d'un Tesla, et ça c'est le très gros champ magnétique qu'on voit sur cette manip tel que nous l'avons monté avec Maurice Vitton dans une cave de l'Observatoire de Marseille. Cet électroaimant qu'on voit en bleu, eh ben, ça pesait 250 kg. Alors cette expérience, Vitton l'a terminée seul début 1977, parce que moi je suis parti à l'hôpital avec un accident de travail, après avoir pris l'électroaimant sur le dos qui m'a cassé les reins. Et c'est pour cela que dans le dessin qui me montre dans ce laboratoire de fortune de la rue Aude à Aix-en-Provence, eh bien sur la droite, vous voyez, il y a des béquilles. Alors ça, c'est une vue de l'expérience, vue de profil. On voit très bien les entrefers de l'électroaimant qui focalisent ce champ d'un Tesla sur la petite maquette. L'eau, c'est en coupe, donc on voit la remontée de l'eau en amont qui correspond à la vague d'étrave. La flèche indique la direction de l'écoulement. Et puis en plan, on voit cette vague d'étrave en forme un peu parabolique avec une vague de culot et un sillage. Dans l'image suivante, on fait agir la MHD et vous voyez à ce moment-là que la vague d'étrave disparaît. Il y a même une dépression devant l'objet. L'arc de cette vague d'étrave disparaît. Il y a simplement une vague de culot qui est renforcée avec le sillage stimulant. Cette expérience menée dans une cave de l'Observatoire de Marseille avec 3 bouts de ficelle, avec un matériel incroyable, a été un complet succès et c'est le point de départ de cette technique de suppression d'ondes de choc. Vous savez que ces ondes de choc, c'est le barrage complet vis-à-vis de l'hypersonique.
Premièrement, ça accroît la traînée de manière considérable. Ensuite, derrière les ondes de choc, il y a recompression, donc élévation de température. Donc si on veut voler au-delà de Mach 5, on ne peut pas se permettre d'avoir des ondes de choc. Donc la MHD permet de les empêcher de se former. Elle permet a priori d'envisager de faire voler des engins à des vitesses dépassant Mach 10 sans échauffement. Mais alors, me direz-vous, pour faire ça, il faut de l'énergie, il faut quand même fournir de l'énergie. Elle vient d'où cette énergie? Eh bien, les Russes sont passés dès la fin des années 70, début des années 80, maîtres dans l'art de produire de l'électricité avec la MHD. Là, vous avez l'installation Pamir, une installation pour provoquer des ondes sismiques, et dans laquelle vous avez des fusées à poudre qui crachent leur poudre enrichie au césium dans l'entrefer d'électrons aimants auto-excités, et ça vous donne 20 mégawatts par propulseur, il y en a 3. Donc les missiles hypersoniques russes fonctionnent avec une propulsion à poudre où une partie de l'énergie est consacrée à fabriquer la puissance électrique qui sert à empêcher les ondes de choc de se former à l'avant de l'appareil. Une version élégante est celle des engins avant-garde qui sont des planeurs hypersoniques, et ces planeurs justement utilisent une partie de l'énergie pour fabriquer le courant électrique, justement pour régulariser l'écoulement et empêcher les ondes de choc de se former, ou en tout cas de créer un bourrelet de plasma devant le point d'arrêt. Et puis surtout, cette configuration MHD donne une agilité absolument incomparable. Ça n'a rien à voir avec des gouvernes aérodynamiques, ça permet aux engins de prendre des virages angle droit. Revenons maintenant en 1975. Donc, j'ai eu un seul thésard, Bertrand Lebrun, et il a donc fait une thèse sur la suppression d'ondes de choc par la MHD. Alors donc, ces années-là, j'ai l'occasion de rencontrer le directeur général du CNRS, Papon, qui est un type très sympathique. Finalement, j'arrive à le convaincre, il me branche sur un type qui s'appelle Combarnous, et Combarnous décide de nous aider. Donc, nous voilà partis avec un programme de recherche. Combarnous nous octroie un crédit qui nous permet d'acheter un ordinateur Macintosh avec lequel nous allons pouvoir réaliser des simulations numériques. Quelques mois plus tard, les résultats tombent. Alors, vous avez une première image qui représente les lignes de Mach qui se télescopent, justement, et l'endroit où les lignes se télescopent, c'est là où se forment les ondes de choc. Donc ça, c'est la première solution. La seconde, c'est le calcul qui donne les lignes de Mach lorsqu'elles sont régularisées, qu'on maintient leur parallélisme avec un champ de force adéquat. Donc les ondes de choc ne se forment pas. Quand nous transmettons ces résultats à Combarnous, il nous dit c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire des simulations comme celle-là avec un ordinateur qui a 512K de mémoire centrale. Et à ce moment-là, on lui répond, mais on n'a pas utilisé un Macintosh, mais 5. Ah bon, mais comment avez-vous interfacé les 4 autres? Eh bien, on a fait un lien avec des disquettes 3 pouces et une moto, c'est-à-dire que le soir, Lebrun allait donner les bouts de calcul à 4 collègues qui avaient des Macs, les Macs travaillaient la nuit, et le matin, ils venaient récupérer les bouts de calcul pour synthétiser ça sur notre propre appareil. C'était un fonctionnement multiprocesseur avant la lettre. Et là, on explique en fait que les calculs faits par Lebrun sont des calculs qui vous permettent de conduire une expérience dans une soufflerie à argon chaud de manière à supprimer l'onde de choc. Et Combarnous dit, en plus vous voulez faire l'expérience, mais bien sûr qu'on peut faire une expérience. Si on fait simplement le calcul, ça n'a pas d'intérêt. Combarnous nous trouve le laboratoire qui possède encore une soufflerie à argon chaud, à rafale, c'est-à-dire un tube à choc. Ce laboratoire, c'est le Coria qui se trouve à Rouen. Donc on prend contact et je fais diriger vers le Coria une montagne de condensateurs récupérés sur l'ancien tokamak de Fontenay-aux-Roses, plus du matériel, plus des ignitrons. Et Combarnous a cette phrase, il nous dit, en somme, vous voulez faire de la recherche de pointe avec du matériel de rebut. Pour moi, ça ne change pas beaucoup, puisque je n'ai finalement fait que cela pendant 15 ans. Alors ça a failli marcher. Pourquoi ça a failli marcher? Parce qu'en France, quand on change de président de la République, on change tout le monde.
Alors, du temps de Combarnous et de Papon, le président, c'était Giscard. Et puis après, il a été remplacé par Mitterrand en 1981. Alors, on a tout changé. On a changé Combarnous, on a changé surtout Papon, qui a été remplacé par Feneuil, qui était un homme qui venait des Ciments Lafarge. Les gens se sont dit, le CNRS, ça doit être bien géré, et finalement, ça se gère comme les Ciments Lafarge. Donc, on a mis un type des ciments, pas de problème. Ces dernières années, j'ai vu que Feneuil avait occupé le poste de conseiller de Macron. Dans cette histoire de la MHD française, eh bien, il y a un acteur qui a joué un rôle catastrophique, ce sont les militaires. Et les militaires ont essayé, par exemple, de récupérer ces idées de MHD grâce au CNES. À un moment, le CNES m'a demandé de faire un mémoire perspective en magnéto-hydrodynamique. Et à un moment, il y avait un ingénieur militaire qui s'appelait Gildas R, qui est arrivé au siège de la recherche militaire française devant Carpentier en disant maintenant que nous avons les idées de petits, pourquoi nous embarrasser de lui? Bon, vous voyez tout de suite le style. Alors, ils ont tenté de lancer une expérience sans moi, et c'était une catastrophe. Alors, le responsable du service qui a lancé tout ça, eh bien, c'est le jeune polytechnicien Alain Esterne, et puis l'incompétence totale de l'ingénieur Bernard Zapoli, à qui on a confié ce projet. Alors tout ça, ça a foiré, alors que si j'avais été sur place, moi, je remettais tout d'équerre en 3 jours. Donc, j'ai glissé là-dessus parce qu'il faudra encore rajouter des pages et des images pour raconter tout ça. Mais lorsque Feneuil devient directeur général du CNRS, l'armée retrouve sa prise sur tout ça. Le but, encore et toujours, est d'essayer de récupérer mes travaux en m'éjectant du projet. Et je me rappelle, au moment où le contrat avec Rouen était en train de se former, à un moment, le directeur se tourne vers un type qui s'appelait Trinité, qui était son comptable, et il lui dit « Alors, qu'est-ce que tu penses de ce montage ?» Et Trinité a une phrase extraordinaire, il dit « Oh, ça va, le bateau coule normalement. » Quand j'ai eu Claude Thénard, qui était maître assistant à l'époque, était chargé d'essayer de monter ce projet de 20 millions, je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas sur le contrat ?» Il m'a dit, mais c'est pas difficile, les militaires ne veulent pas que tu figures là-dessus. Je me suis dit, mais c'est pas un contrat militaire. Oh oui, mais tu sais comment c'est. La thèse de Lebrun a été soutenue. Depuis la direction générale du CNRS, Bernard Fontaine m'a téléphoné en me disant, écoute, ton gars, Lebrun, eh bien, comme il a travaillé avec toi, il ne trouvera de place dans aucun labo, il n'y a pas non plus de poste, il n'y a pas de crédit. Le mieux, c'est qu'il aille cycler dans le privé. Alors effectivement, il est allé fonder une petite boîte et faire des simulations avec tout ce que je lui avais appris, et finalement, il a fait une carrière qui est tout à fait correcte. Là, je me dis que continuer dans cette voie n'est plus raisonnable. Donc, après un dernier colloque international à Moscou, je me rends à mes frais où j'explique l'essentiel de mes idées. De retour en France, je mets mes 15 ans de travaux de MHD dans 2 grands sacs qui vont partir à la poubelle, et je me recycle définitivement en astrophysique et en cosmologie. À Rouen, 100 mois derrière, tout part en live immédiatement. Il n'y a pas que les compétences dans le domaine théorique, il y a aussi tout l'aspect engineering, et les Rouennais ne connaissent strictement rien à la physique des plasmas. C'est une réédition à l'identique de ce qui s'était passé quelques années plus tôt à Toulouse. C'est n'importe qui sur n'importe quoi, n'importe comment. Et là, toutes les erreurs sont faites, les tuyaux explosent, c'est une véritable catastrophe. Les 20 millions sont rapidement bouffés, et ma foi, c'est la fin de la MHD française. Comme la faculté des sciences de Marseille a refusé que la thèse de Lebrun soit soutenue à Marseille, grâce à un ami, Jean Coirier, qui est président du conseil doctoral de mécanique des fluides à Poitiers, Lebrun va soutenir cette thèse là-bas, et Combarnous est le président du jury. Les militaires réalisent alors que je suis en train de leur échapper. Pendant des années, j'ai été couvert par le directeur de l'observatoire, qui était Yvon Georgelin, mais il me prévient qu'une manip est lancée contre moi. Le plan est le suivant, l'idée est de me faire exclure de l'Observatoire de Marseille, de manière à ce que le CNRS puisse me dire, maintenant, on vous propose une collaboration avec un labo militaire sous le secret défense, et c'est ça ou la porte.
Le successeur de Georges Alain à la tête de l'Observatoire de Marseille, c'est l'astrophysicien James Lequeux qui n'a pas la rigueur morale de son prédécesseur. Et lorsque le CNRS lui demande ça, eh bien, il rédige volontiers une lettre en disant que mes travaux n'intéressent en rien l'Observatoire de Marseille. Je reçois alors du CNRS un courrier d'une ligne m'annonçant que mon exclusion du CNRS a été prononcée et fait de moi un chercheur isolé. Mais en quelques mois, grâce à un apport extérieur, j'ai pu constituer un travail qui constitue le premier modèle de cosmos à vitesse de la lumière variable. C'est publié dans l'excellente revue Modern Physics Letters A, et le CNRS est contraint de me réintégrer à l'observatoire. Bien, il est temps de conclure cette vidéo. Eh bien, quelle conclusion tirer? La première, qui est ma conclusion personnelle, c'est que la vérité passe avant tout, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix. La seconde est que beaucoup de scientifiques peuvent continuer à consacrer énormément de temps et à dépenser beaucoup d'argent pour essayer de rechercher quelque chose qui n'existe pas, simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres idées à mettre à la place. Et enfin, et ça sera le mot de la fin, beaucoup de scientifiques s'interdisent des voies de recherche pourtant fécondes parce que ça perturbe trop leurs schémas mentaux.